Merci Pauline, merci au Forum pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être là et merci à vous, bien évidemment, qui avez fait le déplacement pour ce cours. Donc, le concept des shopping malls émerge, comme nous le savons, aux États-Unis dans les années d'après-guerre. Dans un premier temps, il est adossé à la notion de modernité telle qu'elle est conçue partout en Occident dans l'entre-deux-guerres. Dans l'histoire de la Chine, la ville qui, avant toutes les autres, fit figure de pôle de la modernité fut Shanghai. Ce n'est donc pas étonnant que les premiers grands magasins, dignes ancêtres des encore plus modernes shopping malls, verront le jour dans cette ville, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des extraits de ce soir vont la concerner. Pas tous, mais enfin, une bonne partie. Afin de mieux comprendre donc cette évolution, voyons d'abord en quoi Shanghai, et en particulier le Shanghai du début du XXe siècle, est une ville moderne. Politiquement, pendant un siècle, donc grosso modo entre 1843 et 1943, Shanghai est un port ouvert qui est divisé en plusieurs territoires. Les parties chinoises, d'une part, séparées, d'autre part, par les concessions étrangères, donc la concession internationale qui était composée des Anglais, des Américains et des Français. Et tout cela, cette, disons, condition particulière, fait d'elle, d'emblée, la ville la plus cosmopolite de Chine, selon le portrait très efficace qu'en fit Albert Londres, le grand reporter de l'époque, qui a toujours eu une très belle définition de Shanghai, que je vous cite. Shanghai est de mère chinoise et de père américo, anglo, franco, germano, hollando, italo, japono, judéo, espagnol. Voilà, donc je crois que c'est assez efficace pour définir justement le cosmopolitisme de cette ville déjà à l'époque. Ces deux mondes, donc concessions étrangères et territoire chinois, sont reliés par des rues, par des routes qui sont construites, bien évidemment, par les puissances occidentales. Les bâtiments ont d'ailleurs l'allure d'un Occident conquérant, un Occident imbu de fierté. Il y a des banques, des hôtels, des grands magasins, des églises, des restaurants et justement les grands magasins. On peut en effet commodément dater l'essor de la culture commerciale shanghaïenne à partir de l'installation de quelques grands magasins en 1917-18 à peu près. Certes, on sait que la Chine pratiquait le commerce bien avant cette date. L'opulence de ces grands marchands s'est d'ailleurs souvent reflétée dans les raffinements de la vie matérielle de l'époque. Mais ils étaient freinés quand même par l'idéologie confucéenne qui n'encourageait certainement pas l'étalage du luxe et qui confinait les marchands au tout dernier rang de l'échelle sociale. Mais quelque chose va changer justement au tout début du XXe siècle. La contribution, désormais mieux reconnue, du commerce et de l'industrie à la puissance des nations, un statut un peu plus respecté du marchand, l'attrait des biens matériels en provenance des concessions étrangères, tout ça vont finir par donner une valeur plus positive à la consommation. Celle-ci devient alors un critère de modernité et, par la même occasion, de distinction sociale. Ce processus comporte
la création de nouveaux espaces et de structures spécifiquement dédiées à la consommation. Cette évolution est stimulée en particulier par les nouveaux modes de distribution des marchandises. Alors, deux grands hommes d'affaires de l'époque, M. Ma et M. Guo, enfin, c'était plutôt des frères, les frères Guo, s'établissent à Shanghai après avoir fait commerce en Australie et à Hong Kong. Ici, ils font construire des vastes immeubles modernes et fonctionnels, avec des escaliers mécaniques sensationnels qui conduisent vers des étages de marchandises variées. En fait, c'était pour l'époque vraiment du jamais vu, même pour cette ville qui était quand même très, très à l'avant-garde par rapport aux autres villes chinoises. En outre, ces pionniers s'inspirent des méthodes de vente qu'ils ont vues fonctionner en Australie et ils remplacent alors le marchandage par l'affichage de prix fixes, organisent l'exposition publique des produits dans des vitrines qui donnent surtout sur la rue, diversifient l'offre des rayons spécialisés, de l'alimentation à la confection, la bijouterie, la parfumerie, etc. En très peu de temps, alors, ces édifices, qui sont entièrement consacrés à la consommation, vont vite devenir des attractions fort prisées des Chinois. Il y en aura 4 en tout, tous situés à proximité de la rue de Nankin, qui était l'artère principale de la concession internationale, celle que les autochtones appellent encore Tamalu, c'est-à-dire la rue numéro 1. Pour ceux qui n'habitaient pas la ville de Shanghai, aller acheter des articles de luxe dans les galeries marchandes de la rue de Nankin était devenu un rituel aussi désiré que nécessaire. Bien évidemment, il fallait attirer aussi le client. Alors, comment faire en sorte qu'il puisse se familiariser avec l'usage de produits importés de l'étranger et susciter chez lui justement des nouveaux besoins? Eh bien, les grands magasins décident de faire appel à la publicité, d'abord sous forme de lumineuses enseignes au néon, et ensuite par des images imprimées dans des revues. Au début des années 30, ces magasins font partie à plein titre du tissu urbain de Shanghai, et de ce fait, ils ne vont pas tarder à faire leur apparition dans les films qui, durant cette époque, seront vraiment le reflet le plus fidèle des changements en cours dans la ville de Shanghai et en particulier en ce qui nous concerne, le reflet le plus fidèle de cette nouvelle vie flamboyante menée par la bourgeoisie shanghaïenne. Nous allons donc découvrir les premières images tirées d'un film de 1933 tourné par le réalisateur Jiang Sichuan. Le titre du film est « Le marché de la tendresse ». C'est un film rare, un film qui, hélas, n'a pas encore été restauré. Donc, les seules images que je peux vous proposer, mais je pense que c'est intéressant de vous les proposer, ont des sous-titres, si on peut appeler ça, en chinois. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement l'échange. Ce qui compte, c'est justement les images des grands magasins. Ce sont les premières images de grands magasins à Shanghai dont on dispose. Et vous allez découvrir la protagoniste, une jeune fille qui, à la mort de son père, ne peut plus continuer ses études, donc elle est obligée d'arriver en ville et de se trouver un travail de vendeuse. Et justement, elle va le trouver dans les grands magasins, dans ces grands magasins.
Forcément, elle n'a aucune expérience. Donc, tous les autres employés se moquent d'elle, se moquent de ses méthodes. Donc, nous allons la voir à un moment donné essayer des méthodes assez spéciales pour qu'elle puisse convaincre l'acheteur potentiel à acheter justement quelque chose. Et nous allons quand même pouvoir découvrir déjà cette atmosphère de la modernité shanghaïenne de l'époque. Donc nous allons voir deux petits extraits, extraits numéro 1 et 2, s'il vous plaît. Merci.哎，这个小的还有吗？有，好不好？好啊，就是这两个嘛。这个哪个？拿2块香皂，1盒香粉。还有什么吧？不要什么了，就是这2样嘛。Voilà, donc le succès de ces magasins est tel qu'ils ne sont même pas trop investis par les critiques des puristes et des conservateurs qui pourtant jugent l'acculturation de Shanghai comme une forme d'asservissement à l'Occident. Il est vrai que ce monde, on va dire de fantaisie, mélange en même temps un parfum d'émerveillement, un goût d'oppression, ainsi qu'un sentiment d'aliénation. Mais tout de même, les Shanghaïens ne semblent pas pour autant l'avoir vécu de cette façon. Au contraire, ils considèrent à l'époque ces grands magasins comme une étape très importante dans leur quête de modernité. D'ailleurs, quelques années plus tard, en 1937,
au moment où le nationalisme est encore plus fort, je dirais même plus fort que jamais. Je répète, parce que c'est toujours très important, que la Chine, mis à part une guerre civile extrêmement importante entre les nationalistes et les communistes, vit depuis 1931 l'invasion de la part du Japon, qui a envahi donc la province au nord de la Mandchourie, et puis il est même arrivé à Shanghai. Donc forcément, le sentiment vraiment du nationalisme est très, 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 très fort. Eh bien, malgré ça, cette culture shanghaïenne de la modernité, cette culture shanghaïenne basée sur le cosmopolitisme, finalement triomphe, s'impose, au point que le cinéma montre les grands magasins dès le générique du début dans 2 films phares de cette époque, les 2 tournés en 1937. Le premier, c'est Les Anges du Boulevard, qui est vraiment la pierre angulaire de la production réaliste cinématographique du cinéma des années 30, et shanghaïen des années 30, et ensuite le film Au Carrefour. Certes, vous allez voir, parce que je vais vous montrer des extraits justement de ces 2 génériques, surtout dans le film Au Carrefour, le gratte-ciel, qui est le protagoniste absolu des images et qui est l'emblème justement des grands magasins, est plutôt vu comme le symbole par excellence de l'inégalité sociale. Mais la fièvre des magasins à l'occidental, organisée à la façon occidentale, était déjà une évidence et s'était emparée de toute la population. Donc, inégalité sociale ou pas, c'était une réalité à laquelle, visiblement, les Shanghaïens ne voulaient pas renoncer. On va voir l'un après l'autre les extraits numéro 3 et numéro 4. Merci.
Voilà, donc vous avez vu en plus la verticalité qui est, on le sait, qui est un peu le symbole de la modernité dans l'urbanisme et qui bien s'adaptait finalement avec la ville de Shanghai qui adopte tout de suite, même si la construction urbaine, le tissu urbain de l'époque n'était pas tout à fait ça, mais elle adopte tout de suite le principe de la verticalité, alors que la ville de Pékin, elle reste plutôt à la même époque, hein, sur le mode horizontal des cours carrés. Donc, ça encore, c'est disons une raison de contraste, on va dire, entre les deux villes. Enfin, contraste, de différence surtout à l'époque, hein, entre ces deux villes. Bien, en 1949, à la fin de cette guerre douloureuse entre les nationalistes et les communistes, Mao Zedong prend le pouvoir et proclame la République populaire de Chine. À ses yeux, la ville en général, mais surtout la ville de Shanghai, était le symbole du colonialisme, le symbole du capitalisme, et donc elle était forcément assimilée à un bas-fond plein de débauches. Donc on décide de lui imposer un châtiment et elle quitte l'écran. Elle quitte l'écran et restera invisible pendant très longtemps, tout de moins dans le cinéma national. Les enseignes de ces grands magasins conservent quand même une certaine renommée, mais la consommation est désormais condamnée comme pratique hédoniste bourgeoise. Les biens sont rares, les magasins sont tous logés, c'est le cas de le dire, hein, à la même enseigne des commerces d'État, dont le seul credo sera celui de servir le peuple. Eh bien, c'est justement ce qui vont nous montrer Joris Ivens et Marceline Loridan dans leur film énorme, hein, c'est un film qui comporte 14 épisodes et qui est consacré à la vie dans la Chine maoïste des années de la révolution culturelle. C'est un document historique qui aujourd'hui a une importance fondamentale. Même les Chinois l'admettent, alors qu'ils avaient critiqué quand même le documentaire à l'époque, malgré une certaine empathie de la part des deux réalisateurs. Et ce qui nous frappe, c'est que ces magasins ne pouvaient pas complètement disparaître, mais forcément, c'était la fonction qui devait être complètement différente. Donc, finalement, il va y avoir des magasins modèles, des magasins qui vont servir d'exemple à d'autres et des magasins qui marchent mieux que les autres parce qu'ils servent le peuple mieux que les autres. Donc, les images que je vais vous montrer sont tirées d'un épisode de Comment Yugong déplaça les montagnes, qui est l'un des épisodes les plus connus, La pharmacie, le titre est La pharmacie, où finalement, je ne vais pas vous montrer, parce que ça va un peu à l'encontre de ce qui est le propos du cours, je ne vais pas vous montrer comment on sert les gens dans cette pharmacie, mais je vais vous montrer comment cette pharmacie justement sert d'exemple pour les autres magasins à cette époque. Donc, je vous prie de montrer l'extrait numéro 5. Merci. Ici, le personnel du magasin participe à la gestion. Sur ce plan-là, on peut dire qu'on suit l'exemple de la pharmacie numéro 3. Mais il y a aussi des différences. Par rapport à la pharmacie, nous estimons qu'il y a beaucoup de différences. Par exemple, chez nous, les ouvriers et les paysans ne participent pas à la gestion. Presque tout ce que nous vendons est fabriqué dans des usines.
C'est pourquoi nous participons au travail de production dans des usines. Combien ça coûte là les crachoirs? 2 yuan 80. Non, 2 yuan 88. Et les thermos? 6 yuan 50. Le village de Chantan, de la commune populaire de Longhua, à 20 km de Shanghai. Ce n'est pas vraiment une vente ambulante. Des ouvriers de Shanghai sont venus présenter aux paysans ce qu'ils fabriquent et voir si ces objets leur conviennent. C'est nouveau ça? Ça sonne bien. On va en prendre un. À la campagne, il faut un réveil qui sonne bien. Donc, les images du magasin et de la pharmacie numéro 3, forcément, ils se réfèrent toujours à la ville de Shanghai. Mais vous avez vu la grande différence qu'il y a entre les images que je vous ai montrées avant, surtout le marché de la tendresse, et ces images-là. Donc, on comprend parfaitement que l'époque a changé et on comprend parfaitement que la culture bourgeoise de l'achat, justement, est un peu, a changé sa veste, si je puis dire. Mais ensuite, avec la politique des réformes inaugurées par Deng Xiaoping à la fin des années 70, l'attitude du régime va changer vis-à-vis de la consommation et va changer même de façon assez considérable. Accroître ses revenus et accumuler les biens matériels deviennent presque, si je puis dire, des comportements vertueux. Et pourtant, au moins jusqu'au début des années 90, les biens sont rares. Et les seuls luxes que peuvent s'offrir les citadins ordinaires de la République populaire de Chine sont une montre, une bicyclette, un frigo, voire une machine à coudre. Les grands magasins ont du mal à se débarrasser de l'aspect très austère des années maoïstes. Néanmoins, le choix des produits se fait plus important, malgré domine encore une économie de rationnement. Et alors justement, nous allons regarder maintenant à quoi ressemblent les grands magasins chinois en 1979, dans une comédie très agréable, un film rare, celui-là aussi, un film de Sanhu, dont le titre est Elle et eux, un film qui vraiment affiche bien l'optimisme retrouvé à cette époque, un optimisme, une foi incroyable vis-à-vis des 4 modernisations entreprises par Deng Xiaoping et qui va se refléter, bien évidemment, encore une fois, dans les grands magasins. Extrait numéro 6, merci.怎么样？这花样好吗？嗯。做什么衣服啊？衬衫还是裙子啊？这块做什么好？给年轻姑娘做裙子最好了。我看还是做件衬衫吧。哎。那就请老师傅给挑一块做衬衫的吧。多大了？20几。24。平时穿还是办喜事啊？哎呀，老师傅，你可真会开玩笑。刚交上朋友。哦。不知道现在的姑娘都喜欢什么花样？喜欢花的嘛这一种，喜欢素的嘛这一种，都是眼下最流行的。妈。哟，太贵了，顶好实惠一点。老大姐，质量好啊，经久耐穿，又挺刮又好看呐。结实不结实倒不要紧，只要好看、便宜就行了。
事情成不成还不知道呢。老师傅，帮帮忙，有数。小青年工资低，不能不算计算计啊！那块啊，跟这块完全一样。不大一样嘛。好，我拿给你看看。老师傅，交朋友嘛，就要叫人家满意，对吗？有数。老师傅，你的服务态度真好。应该的。老大姐，请到这边来看吧。哎，这2批完全一样吧？好，就是它吧。哎，减多少？女孩子做衬衫应该减多少？这要看身材了。对不起。干嘛？师傅，跟这位同志差不多。哦，5尺4寸。送东西的时候，顺便问问家里有没有老人，有没有弟弟妹妹。干什么？咦，看看有没有负担，贴不贴家用。问这个多难为情。傻瓜，不问问清楚，将来你有的苦了。Voilà, donc vous voyez que bon, le système, on va dire, de ces magasins est encore assez étatique, hein, encore assez centralisé, mais il va progressivement laisser sa place à une économie de marché plutôt concurrentielle. Et alors, à partir de 1984, déjà, les commerces d'État peuvent être loués ou vendus à des patrons privés. Et déjà au début des années 90, les entreprises étrangères font carrément les rentrées sur la scène commerciale chinoise. Cette ouverture au capital étranger joue un rôle pionnier, forcément, dans l'émergence des formes modernes de commerce et dans la conséquente apparition des premiers centres commerciaux qui, enfin, commencent à rassembler de plus en plus aux shopping malls occidentaux. Ils sont plus grands, ils sont plus séduisants, ils ont un air conditionné qui assure une température constante et agréable tout le long de l'année. Les escalators remplacent les ascenseurs et à l'intérieur, on peut se livrer à d'autres activités de consommation qui ne soient pas uniquement les achats. Ainsi, donc, il est possible d'y consommer un repas ou même de voir un film. À partir de là, ce n'est plus seulement la carte du commerce qui commence à être complètement redessinée. Ce sont les lieux mêmes de la consommation qui changent finalement de visage. Toutes les anciennes entre guillemets, hein, grandes surfaces vont souffrir forcément de la concurrence avec cette nouvelle forme de distribution, car le concept du shopping mall va répondre justement à l'idée tout à fait originale d'un espace de commerce qui est voué, certes, à la consommation, mais aussi à la sociabilité. C'est ça donc le premier concept très important et qui rompt complètement avec les grandes surfaces, les grands magasins tels
qu'ils étaient organisés jusqu'à une époque assez récente par rapport justement au film que nous avons vu, que nous venons de voir, donc jusqu'au tout début des années 80. Donc l'idée, en fait, c'est quoi? L'idée est celle de développer, si on peut, une opposition entre des besoins purement pratiques qui étaient, disons, déjà satisfaits par les centres commerciaux existants et la nécessité de concevoir un projet original qui puisse répondre à des habitudes de consommation qui désormais avaient évolué sous l'effet justement de la diffusion de tout un pan de nouveaux loisirs. Donc, le shopping mall se révèle être ainsi une attractivité supplémentaire pour une clientèle diversifiée et très attentive à la mode. Du coup, les initiatives pour attirer surtout les jeunes, mais même les enfants, parce que les caprices de l'enfant unique, de l'enfant roi, souvent obligent les parents à céder. Et croyez bien que les grands magasins, enfin les patrons des grands magasins, des shopping malls le savent très très bien. Et donc toutes ces initiatives-là se multiplient et une atmosphère captée encore une fois par les cinéastes, comme nous allons le voir dans les deux extraits qui vont suivre, est désormais très présente dans les films des années 90. Alors, les deux extraits que je vais vous montrer sont tirés de deux films différents. Un premier film dont le titre est Beautiful New World et un deuxième, Un taxi à Pékin. Alors, ce dernier est celui qui est le film qui va suivre en entier à 20h30. Et je vous recommande vraiment de le voir, de le découvrir ou de le revoir. C'est toujours un plaisir pour ceux qui le connaissent déjà. Alors, sont tournés respectivement l'un à Shanghai et l'autre à Pékin. Ça y est, Pékin fait son entrée en matière de grands magasins à l'écran. Donc, Pékin qui sort un peu de son... qui garde quand même son statut de capitale, donc le statut d'une capitale plus sérieuse, entre guillemets, mais qui doit, elle aussi, modernisation oblige, essayer de se confronter avec les nouveaux magasins, avec les shopping malls, avec la modernité, tout simplement. Donc, vous allez voir que ces deux films, à travers les images des tout premiers, ce sont vraiment les tout premiers shopping malls vraiment à l'occidental, qui font appel même aux personnages de Disney, par exemple, pour la publicité, eh bien, ces deux films vont porter un regard révélateur, si je puis dire, sur une Chine contemporaine, une Chine qui est en mouvement, mais au même rythme vertigineux des escalators. Alors, pour ces deux extraits, alors le premier, il n'est pas sous-titré, mais bon, ce qui compte, encore une fois, ce sont les images. Le deuxième, il y a eu un petit problème au sous-titrage. On ne l'a pas fait exprès pour que vous veniez voir le film après. Franchement, on ne l'a pas du tout fait exprès. C'est arrivé comme ça. Mais quelque part, tant mieux. Enfin, tant mieux. Pas tant mieux, mais enfin, ce n'est pas gênant dans le sens où si vous avez prévu de voir le film après, eh bien, vous allez retrouver exactement le même extrait. Donc, du coup, vous allez retrouver le sous-titrage. Le film est bien sous-titré, je vous assure. Et donc, voilà. Donc, vous allez voir. Alors, ce qui compte, comme je vous disais dans ces deux extraits-là, ce sont vraiment les shopping malls à l'occidental, c'est ce changement d'attitude chez les gens. Et dans l'extrait d'un taxi à Pékin, vous allez voir le protagoniste, que nous allons découvrir tout à l'heure dans le film, qui est un jeune chauffeur de taxi qui fait défiler dans son cœur les filles comme il voit défiler les voitures dans les rues de Pékin tous les jours, et qui, cette fois-ci, décide de séduire une intellectuelle. Alors, cette intellectuelle qui se laisse, elle aussi,
séduire par la modernité, par ces shopping malls où on peut manger à n'importe quelle heure, mais qui a une confrontation justement avec les taxis par rapport au prix et par rapport à la vie qui petit à petit s'est instaurée à Pékin. On est en 2001 dans ce film. Enfin, normalement, les deux films ont été tournés en 1999, sauf que A Beautiful New World est sorti tout de suite après. Un taxi à Pékin est sorti à la fin de l'année 2000, tout simplement parce que Ni-Ying est très comment dire, et avant que son film ne sorte, elle est très pointue. Donc le film a pris un tout petit peu de retard. Toujours est-il que ce sont deux films qui montrent comme Shanghai, enfin plutôt comme Pékin rejoint Shanghai dans cette idée de modernité, toujours à travers les shopping malls. Donc merci de montrer les extraits numéros 7 et 8.喂，我德子，你那儿有地儿吗？就现在，1个钟头就得。不是小雪，早吹了。就是带个朋友到你那儿聊会儿，不行就算了，挂了啊。那小姐给结下账啊。我看看，这么贵呀，够我1个星期的工资了。赚钱不花干嘛呀？ 有钱不花等于没钱，只有花钱才能觉得你自己有钱，是不是？其实我最喜欢从事3种职业的人：护士、幼儿园老师和小学老师。是吗？我爸我妈都是老师。教师之家。我不如我爸我妈，他们都是大学教授。那也难说。你也没那么容易啊。我原先当兵开卡车，现在不是也开上轿子了吗？ Et justement, la fille est absolument est très étonnée en voyant la note. Elle dit mais c'est pas possible, c'est tellement cher que ça me coûte franchement. Enfin, c'est un repas qui est l'équivalent de ce que je gagne en une semaine de travail. Et puis voilà, à partir de là, voilà, on a cette petite discussion entre le taxi qui est un peu l'emblème de cette ville moderne qui est des entrepreneurs privés quelque part qui peuvent gagner beaucoup plus que ce que gagnent les intellectuels et les professeurs à l'université ou à l'école. Enfin, vous allez voir tout à l'heure. À la fin de 2005, rien qu'à Shanghai, on compte déjà 37 shopping malls, ce qui est quand même assez important. La majeure partie est liée à des grandes opérations d'urbanisme ou de requalification urbaine en centre-ville. Parce que, contrairement à d'autres pays dans le monde, les shopping malls chinois se développent plutôt dans les quartiers commerçants du centre-ville, qui sont plus facilement desservis par le métro, par les bus, enfin par les moyens de transport, et non pas dans les périphéries. La situation va changer après, va changer dans les années 2010, voire même un peu après, mais au départ, on veut, c'est une volonté politique, on veut absolument que ces shopping malls puissent se situer dans le centre-ville. Et alors, ils sont souvent même situés à la base de tours de bureaux, abritant des milliers et milliers d'employés. Ça aussi, ce n'est pas par hasard, puisque ces employés, vous pensez bien, constituent une clientèle captive. On peut se livrer donc à toutes sortes d'activités variées de consommation. Il y a des supermarchés, des magasins de prêt-à-porter d'articles de luxe. Alors, ces magasins-là sont situés au plus proche de la rue. Puis, dans les étages un peu plus élevés, des restaurants qui offrent la cuisine vraiment du monde entier. Selon une expression du romancier Hu Fang,
dans son livre Shopping Utopia, le shopping mall fait rue, car il est possible, effectivement, d'y croiser des gens de tout âge, à chaque heure du jour, jusqu'à très tard dans la soirée. Mais, à différence de la rue, qui est un lieu public, qui est ouvert, qui est libre, où les gens, finalement, peuvent se mélanger sans contrainte particulière, ces espaces privés, qui sont évidemment surveillés par des caméras ou par des vigiles, sont destinés en priorité aux classes moyennes et supérieures qui profitent ainsi des bénéfices du miracle économique chinois. Donc ce sont encore des îlots pour privilégier. Les shopping malls constituent le fleuron, en quelque sorte, de la politique de la classe dirigeante chinoise en ce début du XXIe siècle, qui entend élever les villes de Shanghai et de Pékin au rang de métropole mondiale. Donc, ça ne suffit plus d'avoir des villes modernes. Il faut avoir des métropoles mondiales. Et alors, cette promotion, si je puis dire, passe encore une fois par les shopping malls. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement aider cette promotion-là? Eh bien, pour ce faire, les deux villes adoptent un projet de développement principal selon le schéma polycentrique typique des villes modernes internationales. Quel est ce schéma? Eh bien, il faut fabriquer des véritables quartiers d'affaires, ce qu'on appelle les CBD, c'est-à-dire le Central Business District. Autrement dit, des quartiers qui seront voués au shopping, qui sont traversés par des rues piétonnes constellées justement de shopping malls et d'hôtels de luxe. La transformation prend une ampleur et une rapidité telles que les villes en question deviennent vite méconnaissables. À Shanghai, la rue de Nankin retrouve son lustre d'antan, où tous les fabricants et tous ces toits, toutes les façades des immeubles disparaissent derrière une multitude d'enseignes et d'écrans géants. Et alors, de jour comme de nuit, la ville, la rue de Nankin, la Tamalu, se donne un spectacle et devient le symbole de la prospérité matérielle et du dynamisme retrouvé, avec en prime par rapport au Shanghai des années 30, le cosmopolitisme, mais cette fois-ci sans le colonialisme, et la croissance sans l'impérialisme. C'est le but, justement, de cette politique. Et alors, c'est sous cette veste qu'elle apparaît aux yeux du cinéaste Lo Ye, qui en fait l'objet de son documentaire In Shanghai. Quant à Pékin, la construction de nouveaux espaces commerciaux devient presque sauvage en vue des Jeux olympiques que, comme vous le savez, la capitale accueille en 2008. Ainsi, l'un des plusieurs réalisateurs qui vont filmer les transformations de la ville justement en vue des Jeux olympiques, le réalisateur Wang Vo, pour l'exactitude, dans son documentaire Outside, capte la frénésie de cette époque et l'effort surtout des travailleurs migrants sur le site du Beijing Fortuna Plaza, qui est l'énième CBD de la capitale. Donc, des images réelles, parce que si on a vu jusque-là des films de fiction, eh bien, sauf le film de Joris Ivens et Marceline Loridan, ben là, on est dans la réalité, puisque ce documentaire, qui ne comporte même pas de texte, donc pour le coup, vous n'aurez pas de sous-titres, finalement filme les petits riens, filme le quotidien des gens, filme tout ce qui se passe dans la ville de Pékin
à quelques mois du début des Jeux olympiques. Donc on va montrer, s'il vous plaît, d'abord l'extrait numéro 9 et ensuite vous pouvez montrer le numéro 10. Donc d'abord Shanghai et après Pékin. Merci.有时候你会觉得这里不像是在上海，但这里是上海。Inutile de vous dire que forcément, tous ces films ont aujourd'hui une énorme valeur historique et en particulier les documentaires qui ont été tournés cette période, on va dire plus ou moins entre 2002 et 2010, ont vraiment le mérite d'avoir suivi point par point la transformation de la ville, d'avoir porté à l'écran les sacrifices des travailleurs migrants que vous avez vus ici, donc d'avoir fait connaître des réalités que le cinéma officiel voulait bien tenir cachées. Donc aussi bien le documentaire de Loyer sur Shanghai que le documentaire de Wang Wo sur Pékin, ce sont deux films qui appartiennent à la production indépendante, c'est-à-dire une production qui n'est pas officielle, qui s'est développée en dehors justement des studios cinématographiques officiels, qui de ce fait n'a jamais pu être distribué en Chine, et nous les connaissons justement grâce à l'initiative de festivals occidentaux qui ont pu donner un coup de main tant que c'était possible, parce que là aujourd'hui les choses deviennent un peu plus compliquées. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce cours. Revenons donc à notre cours. Et symbole de réussite, donc pour ceux qui appartiennent aux classes moyennes supérieures, et lieu symbole d'un paradis prometteur, mais toujours nié à tous les autres,
Le shopping mall incarne en Chine cette dichotomie aux yeux de certains cinéastes qui en font de ce fait le lieu privilégié des écarts de plus en plus importants qui se creusent, hélas, entre les citadins et les campagnards. Dans le film de Chen Kaige, L'enfant au violon, le jeune Xiao Chun arrive à Pékin de sa campagne pour poursuivre ses études de violon. Alors quand il arrive en ville, il va découvrir entre autres le paradis des shopping malls en compagnie de la belle Lily, qui est une citadine entretenue mais avec un grand cœur. Alors sans doute, vraiment sans une volonté manifeste de la part du réalisateur qui inflige malheureusement au film un ton moraliste, voire un peu ballot parfois, le film pose de façon indirecte les questions, est intéressant quand même parce que justement, on peut toujours, c'est pour ça que les films chinois sont toujours intéressants, parce que vous avez l'histoire et après, derrière, vous avez toute une autre histoire qu'il faut décrypter et qui est souvent beaucoup plus intéressante que l'histoire que vous avez vue. Donc, vous avez des histoires au même prix. C'est quand même intéressant. Et donc, justement, pour ce qui nous intéresse dans ce cours-là, ce film souligne pour la première fois les questions d'intégration et d'exclusion sociale qui sont propres au shopping mall, mais également souligne l'hétérogénéité des shopping malls et sa fraîchement nouvelle vocation de lieu de rencontre. Donc ça, on ne l'avait pas encore souligné dans les films chinois. En ce qui concerne ces centres commerciaux, toutes sortes de rencontres. Rencontres entre adolescents, rencontres entre deux amants, comme dans l'extrait qui va suivre, entre groupes d'amis ou même entre familles qui prennent justement, à partir des années 2000, l'habitude d'aller se promener dans les shopping malls. On va voir donc, s'il vous plaît, l'extrait numéro 11. 川儿，你爸今儿来找我了，我还以为他想抽呢。你姐用这个，差点没把你爸吓得一屁股坐地上了。看来你姐还能用它防身呢。谁让姐长这么漂亮？城里人谁不知道她打火机？也就你爸认为她是枪了。你爸可真够土的。我爸戴红帽子那会儿，那才叫土。他把钱藏在红帽子里，结果反而被贼给偷了。你说他土不土？姐啊，你是不是特有钱？你姐钱来不容易，可有了钱全买油。春儿，怎么没听你提起过你妈呀？我爸说我2岁时我妈就走了，这把琴是他留下的。难怪你琴拉那么好，那你是你爸拉扯大的？是。那你爸可真不容易，土就土点吧。姐，我是不是也特土？你那不叫土，你这叫酷。啊，这边，来，啊，累死了。春儿，先喝杯咖啡，待会儿姐带你吃饭去啊。吃什么？冰激凌？哎，看什么呢？四玫瑰结构冰箱块蛋糕吧。你的电话。对不起啊。就在这儿接吧，还避着我。谁呀？喂。哎，你好，你好。什么你好，你好？在哪呢？谈事儿。和谁谈事儿？一个很好的朋友。男的还是女的？和我一样。那你说你爱我 ？Of course, I do 。用中国话说，说你爱我。是啊，喂，喂，
我听不清楚你说什么。你这破事啊！老公，哟，还生意呢？还是个女客户。哎，哇，长得真漂亮。这首饰得值多少钱啊？她就你跟我说的那个你要扎钱的那女的吧？坐下。你们慢慢聊。老公，我回去给你准备晚饭。拜拜。拜拜。你老跟着我干什么？你男人没一个好东西，滚！Vous l'avez compris, forcément, ouais, ce n'est pas vraiment sa femme ni son enfant, mais l'homme en question est aussi son amant. Donc, voilà. Alors, jusqu'avant le Covid, les shopping malls, avec leurs immenses halls en verre et marbre, étaient souvent mobilisés les fins de semaine pour l'organisation d'événements, des concerts parrainés par des marques de cosmétiques, ou bien, comme c'est le cas de l'extrait que nous allons voir maintenant, qui est tiré de la série Teeny Times, qui a eu un énorme succès en Chine entre 2013 et 2015. Ils hébergent très souvent des défilés de mode haute couture. Dans ce paradis au shopping vertigineux, la seule boussole pour s'orienter semble du coup être l'envie de réussir. C'est la seule vraiment qui anime les 4 protagonistes féminines. Extrait numéro 12, merci. Oui, 顾里，我已经找到你说的这个地方了，但这里是这儿吗？这怎么着也不像是一个服装发布会啊！哦，那你现在在哪儿啊？林香，林香，还愣在那干嘛？赶快上来啊！从那边楼梯。喂，唐宛如，你别在我耳边叫那么大声，我已经接到林香了，你就留在原地别动，我们立刻就上来找你。林香 ，Katy 呢？刚才看见她挂在一根钢管上尖叫呢，转眼就不见了。唐宛如今在上面等我们，赶紧走吧。你穿这么少，你不怕冷吗？当然怕，但是我更怕丑。哇，你怎么在短时间内把这里布置这么好啊？什么短时间？我花了很长时间筹备。你那个江边计划出来的时候，我就觉得不靠谱。要不是我，你就等着抱着公民下跪哭吧。林香，顾里，唐宛如，怎么了？上面都是没穿衣服的模特，我受到了惊喜。别闹了，南湘呢？哦，南湘刚上去，他叫我下来接你们。好，跟进吧。你们怎么才来呀？大批嘉宾马上就到，你们赶紧准备一下。对了，现在我去接公民进场。你知道上面包包里面有公民的演讲稿，他上台之前你必须要给他啊。好。等一下，来不及了，赶紧走，赶紧走。那这样你的衣服马上就到了。唐宛如跟上。哎呦呦，看他们没穿衣服，我真的好害羞。你害羞什么？脱衣服了又不是。哎呦，我可以吗？ Voilà, alors il y a pas, vous avez vu, il n'y a pas de sous-titres, mais enfin, ce sont les images qui priment sur les dialogues qui sont tous sur l'organisation assez agitée de cet événement.
Révélateur donc des spécificités du contexte urbain chinois et de toutes ces transformations du début du XXe siècle jusqu'à nos jours, le shopping mall en Chine semble aujourd'hui vouloir adhérer de plus en plus au concept architectural, économique et social du shopping mall du monde entier. Souvent décrits comme des temples de la consommation, les dispositifs marchands, en insistant sur une exposition esthétique et théâtralisée des biens de consommation, continuent de susciter le désir du client qui les contemple, mais plus cette fois-ci pour le transformer en un flâneur sans but précis qu'un acheteur convaincu. Il peut donc profiter de l'atmosphère relaxante du mall. D'ailleurs, les lumières, les plantes, tout contribue justement à le mettre à l'aise pour passer une journée différente, regarder, se laisser peut-être tenter, mais s'il ne se laisse pas tenter d'acheter quoi que ce soit, ce n'est pas grave. D'ailleurs, afin de renforcer ce concept, au sein même de ces espaces commerciaux, il n'est pas rare de voir depuis quelque temps des centres d'art ou tout de moins des malls dont l'allure est plus artistique, si je puis dire. C'est le cas du shopping mall K11 qui se trouve à Canton. Ce shopping mall a un concept assez unique qui mixte boutique et galerie d'art et propose dans des allées des scènes de spectacle ou de performances artistiques. Cette initiative mise justement sur une nouvelle façon de consommer en Chine et veut offrir à une clientèle qui reste quand même haut de gamme un luxe quand même un peu moins ostentatoire, qui soit fondé sur l'amour de l'art et même le respect de la nature, puisque tout le shopping mall K11 est construit selon des normes environnementales. Et donc ça aussi, c'est une grande première pour la Chine. Petit extrait, donc numéro, du coup, excusez-moi, j'ai perdu le compte, numéro 13, merci. Ce sera l'un des tout derniers extraits de ce soir. Le paradoxe actuel de ces structures, aussi bien d'ailleurs en Chine qu'ailleurs, est que chacune d'entre elles tente de se présenter comme spécifique et unique. Donc, le paradoxe réside dans la tension, justement, entre duplication et singularisation. Mais cela n'inquiète pas du tout les Chinois, pour lesquels, d'ailleurs, la notion paradoxe est complètement étrangère à leur culture. Alors, la ville de Xiamen, qui est une ville qui est située au sud de la Chine, dans son shopping mall, rend hommage aux nombreux compositeurs autochtones, alors que beaucoup plus à l'ouest, le shopping mall de la ville de Chengdu, de la province du Sichuan, qui se forge du titre très ambitieux du plus grand shopping mall au monde, abrite entre autres une immense piscine. Donc je vais vous montrer les extraits l'un après l'autre, ce seront les derniers de ce cours et puis on passera au mot de la fin. Merci donc de montrer les deux derniers extraits, 14 et 15 du coup. Merci beaucoup.
外那个俺去，难道还有这个红俺那个喇叭吗？Bien, nous arrivons donc à la conclusion de notre cours. Les shopping malls en Chine, après avoir dessiné une nouvelle carte des espaces commerciaux, sont en train de devenir des producteurs de nouvelles formes d'interaction qui permettent ainsi à des populations diverses de se mettre en scène. Mais leur défi actuel est faire en sorte que le consommateur chinois, toutes classes sociales confondues, puisse être non seulement un simple participant à cette forme récente de l'humanité moderne, mais également et surtout l'acteur principal. L'avenir nous dira si la Chine aura gagné ou perdu ce pari, un de plus dans sa longue histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté.